Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est ensemble en ce lundi matin pour un nouveau CQFR. J'aurais aimé vous dire qu'Antoine n'était pas là parce qu'il accusait mal le coup après la défaite de Lyon contre Marseille. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit et c'est moi qui fais profil bas ce matin. Non, pour tout vous dire, on est en plein bouclage du prochain MOOC dont le thème va bientôt vous être dévoilé. On espère que ça vous plaira, on espère que vous serez nombreux comme toujours à précommander et commander le MOOC et vous aurez en tout cas très très bientôt des nouvelles à ce sujet. En attendant, ce matin, voilà, bouclage oblige, vous êtes bloqués avec moi pour discuter de l'actualité et des matchs des dernières heures de la nuit écoulée. Alors on va commencer évidemment par la nouvelle qui est tombée hier. Alors est-ce que c'est une nouvelle ou une précision? Ça reste un peu flou encore, comme à chaque fois dès qu'il s'agit de blessures avec Philadelphie malheureusement. Comme vous le savez, Joel Embiid est blessé au ménisque, on parle d'une déchirure au niveau du ménisque. Et les dernières nouvelles qui nous parviennent de la part d'Adrian Wojnarowski font état d'une absence prolongée, sans date précise pour son retour, sans même durée approximative estimée comme c'est parfois le cas. On ne sait pas si c'est 3 semaines, 2 mois, 6 mois, fin de saison. On sait juste que les Sixers excluent pas complètement qu'Embiid rejoue cette saison. Dans tous les cas, c'est une très très mauvaise nouvelle. Tout dépendra finalement je pense, de l'évolution de sa rééducation une fois l'opération passée. On sait qu'il y a différents types d'opérations, d'intervention au niveau du ménisque. On se souvient, je crois, que Russell Westbrook avait eu ce type de blessure en cours de saison et avait pu rejouer avant la fin de la saison il y a quelques années. Donc je pense que les fans peuvent peut-être avoir encore un peu d'espoir de le revoir. Mais il faut aussi avoir bien en tête que si les Sixers, au moment où Embiid est apte à revenir, sont trop loin des considérations pour les meilleures places en play-off, je pense pas que les Sixers prendront le risque de le blesser davantage, enfin, ou en tout cas de mettre en danger sa santé. On sait que c'est fragile et que Embiid est tellement important pour les Sixers qu'ils prendront pas ce risque. En attendant, je pense aussi que ça enterre malheureusement ses chances de doubler pour le MVP. Il était favori, à mon sens, à sa propre succession tant qu'il était éligible en termes de nombre de matchs. Embiid est quand même le meilleur marqueur de la ligue cette saison, avec plus de 35 points par match. Il semblait aussi bien parti pour devenir le deuxième joueur de l'histoire après Wilt Chamberlain. On sait toujours que les records où on est en discussion avec Wilt Chamberlain, c'est toujours assez exceptionnel. Ça aurait été le deuxième à finir une saison, ou en tout cas être en mesure peut-être de finir une saison avec au moins 35 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne. Il était dans les clous et ça témoigne de la saison exceptionnelle que Joel Embiid faisait et aussi du coup dur que représente cette absence. Les Sixers ont perdu 10 de leurs 14 matchs disputés sans Joel Embiid cette saison. Grâce à lui, ils ont été longtemps dans le top 3 de l'Est. On sait que c'est plus le cas. Les Knicks et les Cavs les ont doublés. Ils sont pour l'instant 5e. Et à moins que Tyrese Maxey, peut-être Paul Reed, qui va être amené à remplacer Embiid, parviennent à élever suffisamment leur niveau de jeu, je pense que le top 3, voire le top 4, ça va être compliqué pour Philadelphie. Ça va être intéressant d'observer comment ils vont réagir et s'ajuster à cette absence qui est quand même vraiment, vraiment problématique. Alors on souhaite évidemment un bon rétablissement à Joel Embiid, un retour rapide sur les parquets, aussi bien pour lui que pour les Sixers qui ont beaucoup de mal sans lui, 10 défaites en 14 matchs sans Embiid. Pour Team USA aussi, qui semblait quand même compter sur lui pour les Jeux Olympiques. Mais avant tout pour Embiid qu'on espère revoir sur les parquets avant la fin de la saison. Il y avait des matchs cette nuit, il y avait des matchs notamment de la part d'une équipe qui était rivale de Philadelphie jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que Philadelphie connaisse des difficultés. C'est Milwaukee qui, s'est effondré, on va dire, s'est craché contre le Jazz. Tout était fait pour que Milwaukee l'emporte, tout était en place. Milwaukee menait de 14 points à 11 minutes de la fin. Et Milwaukee a quand même perdu. Milwaukee a subi un run de 38-9 de la part du Jazz. Le Jazz qui a quand même gagné de 15 points en étant mené de 14 points en début de quart-temps. Un comeback monstrueux qu'il faut mettre au crédit du Jazz, qui continue de presque surperformer, notamment grâce à Will Hardy qui coach très très bien cette équipe, qui en tire en tout cas le meilleur parti. Et les Bucks se sont effondrés. Ils ont mis que 4 paniers dans le quatrième quart-temps dans le jeu. Même Giannis avec 33 points, 13 passes, n'a pas pu faire la différence et éviter ce qui est finalement déjà une 3e défaite en 4 matchs pour Milwaukee. Alors on va pas tirer sur la sonnette d'alarme ni sur l'ambulance, certains diront l'ambulance, mais ça fait 3 défaites en 4 matchs pour Doc Rivers. On voit pas de changement radical, il n'y a pas de choc, d'électrochoc, de choc psychologique qui donnerait l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avec Adrian Griffin.
Et voilà, ça se fait toujours attendre. On sait qu'il faut être prudent, que avec les Clippers, on a pu être sceptique et pessimiste au début au moment où James Harden est arrivé. Il s'est avéré que les Clippers ont parfaitement remonté la pente et aujourd'hui sont l'équipe la plus en forme de la ligue, mais Milwaukee pour l'instant a quand même du mal à se mettre en route avec Doc Rivers. Alors je vous donne quand même les stats. Lauri Markkanen 21 points, Colin Sexton 19, Keyonte George, l'excellent rookie, 19 points, et Utah qui était sur une série de 3 défaites de suite et qui peut repartir de l'avant grâce à ça. Je vous parlais des Clippers, donc comme équipe en forme. Les Clippers qui sont dans cette lutte à 4, ils sont engagés dans une lutte avec OKC, Minnesota et Denver pour la première place à l'Ouest. C'est, je pense, c'est la storyline la plus intéressante sur le strict terme, sur le strict plan sportif jusqu'à la fin de la saison, sur la deuxième partie de saison. On ne sait pas qui va finir en tête à l'Ouest. Il y a 4 équipes encore en lice qui se tiennent en un match. Les Clippers qui ont fait le job en battant Miami. 5e victoire en 6 matchs depuis le début de leur road trip. 25 points de Kawhi Leonard, 21 points de James Harden et un bilan de 25 victoires et 5 défaites seulement depuis le début décembre. En ce qui concerne le score, c'est 103 à 95 pour les Clippers à l'extérieur. Encore une impression de solidité, de certitude et d'assurance pour les joueurs de Tyronn Lue. C'est la meilleure équipe en ce moment NBA. On a pu, comme je le disais tout à l'heure, être sceptique à un moment, mais là, force est de constater que il n'y a pas de meilleure équipe, il n'y a pas d'équipe plus en forme que les Clippers en NBA en ce moment, tout simplement. Et il faudra voir si justement, par rapport à ces autres équipes qui jouent la première place à l'Ouest, Los Angeles sera l'équipe qui finira en tête. Pour l'instant, il y a Minnesota et OKC qui continuent leur duel à distance aussi pour ce trône de l'Ouest. On va commencer par Minnesota peut-être, qui va envoyer son coach Chris Finch au All-Star Game, qui va coacher son premier All-Star Game. Les Wolves n'avaient plus de coach en charge d'une sélection depuis le regretté Flip Saunders en 2004 et là Chris Finch, puisque Minnesota a verrouillé la première place à 2 semaines du All-Star Game, coachera la sélection de l'Ouest. Donc c'est quand même le signe un signe positif d'un retour marquant de Minnesota aux affaires, je trouve. Cette nuit ils sont donc imposés à domicile contre Houston. Ils l'ont emporté 111 à 90, je regardais le score, je l'avais plus sous les yeux, 111 à 90 avec 32 points d'Anthony Edwards qui a été incandescent dans le 3e quart-temps, à l'image de Minnesota. Edwards a marqué 23 de ses 32 points dans ce quart-temps, Rudy Gobert double-double, 17 points, 13 rebonds, et donc victoire de Minnesota qui garde d'une courte tête, grâce au tie-breaker, la tête par rapport à Oklahoma City. Le Thunder justement a eu énormément de mal à se défaire des Raptors. Ils ont dû remonter 23 points de retard, passer par 2 prolongations pour finalement l'emporter. Alors Shai Gilgeous-Alexander, 23 points, 14 passes. Il y a 4 autres joueurs qui ont marqué au moins 20 points pour OKC. Josh Giddey, 24, Chet Holmgren, 22, Lou Dort, 22 et Aaron Wiggins, 20. Le Thunder a quand même été obligé d'égaler son record de paniers à 3 points de franchise avec 23 paniers primés et donc une victoire 135 à 127 après 2 prolongations contre les Raptors. Ça a été poussif, mais la victoire est là et OKC reste au contact et à égalité en termes de bilan avec Minnesota. Le dernier larron dans cette course pour la première place à l'Ouest, pour le moment, c'est toujours Denver, les champions en titre. Denver qui a été poussif, on va dire, à domicile aussi. Il n'y a pas de match facile, j'ai l'impression, cette année, même pour les grosses équipes. On a vu quelques cartons énormes, mais les petites équipes ont tendance à se rebiffer un peu ou à essayer de prouver quelque chose contre les grosses. Et les Nuggets, qui ont été menés de 14 points en première mi-temps contre Portland, ont finalement pris l'avantage en toute fin de 3e quart-temps pour finalement ne plus lâcher les rênes ensuite. Nikola Jokic 29 points, Jamal Murray 21 points, 10 passes, et les petits jeunes dont l'apport va être forcément scruté et important au moment des playoffs. Christian Brown et Peyton Watson ont aussi apporté le jus nécessaire pour une 2e victoire en 48 heures pour Denver contre Portland. Victoire 112 à 103. Scoot Henderson, si ça vous intéresse, pour ceux qui suivent particulièrement les rookies, Scoot Henderson a eu du mal à régler la mire. 3 sur 16 pour le meneur rookie en sortie de banc. On peut parler de retours. Il y a eu des retours un peu émouvants, un peu marquants cette nuit, à commencer par celui de Bradley Beal. Bradley Beal qui revenait à Washington après 11 années passées là-bas, avec un succès collectif mitigé, mais les gens l'aimaient quand même. Il était impliqué dans la communauté, comme souvent les stars et franchise players de ses équipes. Il a choisi la date de ce retour et de cet hommage pour réussir sans doute le meilleur match de son début de carrière à Phoenix.
Bradley Beal a marqué 43 points à 16 sur 21 et les Suns se sont imposés facilement 140 à 112 contre les Wizards. Côté français, Bilal Koulibaly était titulaire, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Malheureusement, en attaque, il n'a pas du tout réussi à tirer son épingle du jeu. Aucun point marqué, un rebond et aucune autre stat noircie sur la feuille de match en 25 minutes. Un plus-minus de moins 25. Donc une soirée à oublier en attaque pour Bilal de ce point de vue-là. Mais son activité défensive qui est omniprésente et indiscutable et qui fait que je pense Washington croit vraiment beaucoup en lui. Cette activité défensive, elle a été remarquée, et pas par n'importe qui, elle a été remarquée par Kevin Durant. Kevin Durant, après le match, qui a été interrogé sur le traitement qu'ont essayé de lui réserver Bilal Koulibaly et Deni Avdija, qui se sont relayés sur son cas. Durant a marqué que 18 points. Et il s'est déclaré heureux de voir que des jeunes adversaires étaient capables de le bousculer défensivement et de ne pas trop le respecter, comme il a parfois l'impression que c'est le cas avec des jeunes. Donc c'est toujours sympa d'être remarqué par l'un des meilleurs joueurs de la ligue pour Bilal Koulibaly, malgré cette défaite des Wizards. L'autre retour marquant de la nuit, c'était celui de Marcus Smart à Boston. Marcus Smart qui était en civil, comme les 3/4 de l'effectif des Memphis Grizzlies. C'est une vraie hécatombe pour Memphis qui a 13 joueurs à l'infirmerie. Sur ce match, 13 joueurs absents. C'est juste incroyable, c'est pas loin d'être du jamais vu, je pense, ou en tout cas de mémoire récente, c'est quand même assez incroyable. Donc un effectif décimé qui s'est présenté à Boston, et Marcus Smart a eu droit à son hommage après 9 années passées à Boston, et ça a été un moment assez fort parce que la vidéo que lui ont réservé les Celtics au premier quart-temps du match était aussi intense que lui l'a été pendant 9 ans. Voilà, Marcus Smart qui était pourtant pas la star de l'équipe, mais c'était un peu la caution Fighting Spirit. C'était un joueur qui a quand même remporté un titre de défenseur de l'année avec Boston en étant arrière, ce qui est pas banal, et il était adoré du public. Les gens savaient que c'était aussi, je pense, celui qui remettait un peu d'équerre Jason Tatum et Jaylen Brown quand les deux avaient tendance à jouer un peu trop, de manière un peu trop individuelle. On sait que c'est lui qui poussait les coups de gueule, c'était un leader de vestiaire, et les gens lui ont bien rendu avec un bel hommage, je trouve, et qui a duré assez longtemps. Ça pouvait donner quelques frissons, et je pense que lui a été heureux de cet hommage, alors qu'il malheureusement, je pense que s'il avait pu choisir, il serait pas parti de Boston. Il adorait faire partie de cette équipe-là, et l'équipe était un peu à son image, très combative, très dure, très intense. Donc ça a été un choc pour lui, je pense, et pour certains fans des Celtics, on a vu pas mal de panneaux dans les tribunes, merci Marcus MVP, voilà, tous ces petits messages qui, je pense, ont dû lui faire chaud au cœur, et on espère le revoir, si ce n'est avant la fin de la saison, au moins la saison prochaine, pour une équipe de Memphis qui aura vraiment besoin d'un vétéran comme lui, après cette saison, j'allais dire tragique, mais on va peut-être pas aller jusque-là, mais extrêmement décevante avec toutes ces blessures, avec le retour de Ja Morant finalement blessé dans la foulée, et je pense que Memphis aura besoin d'un joueur avec l'expérience de Marcus Smart la saison prochaine. Sur le terrain, les Celtics n'ont pas trop eu de difficultés. Jason Tatum a marqué 34 points avant de se reposer dans le 4e quart-temps. Il y avait besoin quand même de cette victoire de Boston après le couac contre les Lakers. Les Lakers sans LeBron James, sans Anthony Davis. Personne, je pense, s'attendait à ce que les Lakers prennent ce match contre les Celtics, à Boston qui plus est. Il fallait remettre un peu d'ordre dans la maison, et les Celtics l'ont fait contre Memphis en gagnant 131 à 91. Dans les autres rencontres de la nuit, sur lesquelles on peut passer peut-être un peu plus vite, Franz Wagner a égalé sa meilleure performance en carrière, 38 points, lors de la victoire du Magic à Détroit. L'Allemand a shooté à 17 sur 25 sans aller une fois sur la ligne, et ça a été le moteur d'Orlando. Depuis son retour, on voit Orlando un peu sous sa meilleure version, sous la version que les fans du Magic espèrent voir en play-off. Et ça a débouché sur une victoire d'Orlando, 111 à 99 à Détroit. Détroit où Killian Hayes n'a pas joué pour la 3e fois de suite. Comme vous le savez sans doute, les rumeurs s'intensifient sur son cas. Apparemment, lui et son camp sont OK pour un trade. Les Pistons sont OK pour un trade aussi. Reste à trouver maintenant l'équipe qui passera à l'action. Killian étant restricted free agent à la fin de la saison. Peut-être que certains voudront patienter. En tout cas, ça devrait, je pense, bouger peut-être d'ici la deadline des trades dans quelques jours pour Killian Hayes. En tout cas, on lui souhaite une situation où il puisse s'épanouir, où il puisse avoir un peu de temps de jeu, peut-être dans une équipe plus compétitive que ne l'est Détroit cette année.
On peut passer ensuite à Indiana peut-être. Indiana qui a surmonté le meilleur match en NBA de Brandon Miller, dont Antoine disait beaucoup de bien récemment et à juste titre. Même s'il a shooté à 10 sur 25, Brandon Miller a quand même mis 35 points. Et malgré ça, les Hornets se sont inclinés contre les Pacers. Avec Pascal Siakam, je pense, homme fort du match quand même pour Indiana. Avec 25 points, 9 passes, 8 rebonds. Tyrese Haliburton a dû se contenter de 20 minutes en raison de sa blessure. Il est assez logiquement ménagé et préservé. On connaît l'importance d'Haliburton pour cette équipe des Pacers. Et les Pacers qui l'ont donc emporté 115-99 contre les Hornets. Voilà, c'est tout pour les matchs de cette nuit. Je vous rappelle les résultats quand même. Orlando qui l'emporte à Détroit 111-99. Phoenix qui gagne à Washington 140-112. Boston pour le retour de Marcus Smart qui domine Memphis 131-91. Indiana domine Charlotte 115-99. Les Clippers, encore et toujours, 103-95 s'imposent à Miami. Minnesota qui fait la course en tête à l'ouest, 111-90 à domicile contre Houston. OKC a dû passer par 2 prolongations pour battre Toronto 135-127. Utah fait une remontada incroyable contre Milwaukee qui s'est effondré dans le 4e quart-temps 123-108. Et Denver, le champion en titre, a battu Portland 112-103. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve cette semaine pour tous les rendez-vous habituels, les CQFR, le podcast en équipe. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.